Nous connaissons tous la mythologie. On a tous été bercés par ces récits de victoires héroïques et de tragédies déchirantes, et tout ça souvent au milieu d'un contexte politique extrêmement complexe et intemporel. Et d'ailleurs, l'essence même d'un mythe, c'est son intemporalité, c'est la façon dont on peut le réinterpréter encore et encore et encore, et ça, quelle que soit l'époque. La mythologie, elle est tellement riche qu'elle a inspiré de nombreux domaines. Par exemple, en littérature, il y a beaucoup d'auteurs qui doivent leur brillante carrière à la mythologie grecque, par exemple. Mais il n'y a pas qu'en littérature qu'on peut observer le potentiel fictionnel d'un mythe. Il y a aussi dans l'industrie, en l'occurrence. Et le mythe auquel j'aimerais vous sensibiliser aujourd'hui, c'est celui de l'aérotrain. L'aérotrain, c'était une navette dans les années 70 qui fonctionnait sur un monorail en béton grâce à une sustentation par coussin d'air, et qui pouvait atteindre la vitesse de 400 km/h. Et ça, j'insiste bien, dans les années 70. L'ingénieur Jean Bertin était le père de l'aérotrain, et depuis lors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'aérotrain, bien sûr, mais il subsiste encore quelques traces dont je vais vous parler ce soir. Alors, on a repris dès 2017 ce mythe de l'aérotrain en essayant de voir ce qu'il pouvait être amélioré et ce qu'on pouvait en faire pour l'adapter à la société d'aujourd'hui. Voir ce que les 50 années de progrès technologique entre les années 70 et aujourd'hui pouvaient nous apporter pour améliorer l'aérotrain. On est donc installé en région Centre-Val de Loire, on s'est mis petit à petit à chercher toutes les traces de l'aérotrain et on s'est rendu compte que ces 50 années avaient éparpillé vraiment tout ce qu'on aurait pu trouver pour nous aider à redémarrer ce projet-là. Toutes les traces, presque, parce qu'en région Centre-Val de Loire, au nord d'Orléans précisément, il reste un monorail de béton de 20 km de long, il est en relativement bon état. Et ce monorail-là, c'est un objet mythologique en lui-même. Sur cet édifice hors norme, l'auteur Philippe Vasset écrit dans son récit « Une vie en l'air » : dans le train qui me ramenait de Paris, je plaquais ma tête contre la vitre pour voir, pendant quelques précieuses minutes, le monument dessiné de longs mouvements reptiliens. Ces arches se succédaient sous l'effet de la vitesse, comme si l'immense squelette dépliait ses vertèbres et levait la tête avant de partir en chasse. Voilà. Donc à ces mots de Philippe Vasset, vous sentez vous aussi, j'imagine, tout le potentiel mythologique de cet édifice-là. Alors cet édifice, on est très tôt rentré en contact avec les autorités de la région du Loiret pour voir quelles solutions pouvaient exister afin qu'on le récupère et qu'on en fasse une piste d'essai, exactement finalement comme l'ingénieur Jean Bertin dans les années 70. Et en se faisant connaître des autorités de la région et des locaux, beaucoup de passionnés ont émergé et ont souhaité contribuer à notre projet en mettant à notre service, au service de ce projet-là, toutes les connaissances qu'ils avaient pu accumuler pendant 50 ans. Certains d'entre eux avaient même pu monter dans l'aérotrain étant petits lors des essais de l'ingénieur Jean Bertin, d'autres avaient même été des proches de l'ingénieur. Voilà, toute cette matière-là, elle a pu faire avancer le projet pour le point où on en est aujourd'hui. À l'inverse, et j'en arrive à la première leçon qu'on a tirée de cette aventure-là, certains de ces passionnés étaient extrêmement réfractaires au changement. Et la première leçon de cette aventure, c'est que quand on reprend un mythe, on doit s'attendre à déranger certaines personnes. Parce que comme je vous l'ai dit au départ, un mythe a un vrai caractère interprétatif. Et selon la façon dont on l'interprète, on peut déranger certaines personnes. Il n'empêche que pour rester très pragmatique, il fallait changer l'aérotrain. L'aérotrain, il posait des problèmes de nuisance sonore, il posait des problèmes de confort voyageur également, il posait des problèmes de pollution. Aujourd'hui, tout ça, c'est des choses auxquelles on fait énormément attention dans le développement des innovations. D'ailleurs, on a pu décliner 3 priorités stratégiques sur le développement de notre Space Train. La première, c'était de produire un transport plus rapide que ce qui se fait aujourd'hui. La deuxième, de produire un transport propre. Et bien sûr, la troisième, à un coût réduit, puisqu'il ne sert à rien d'innover si l'innovation ne parle pas à la plupart des gens. Dès 2018, on a travaillé notre ancrage local, donc en région Centre-Val de Loire, en ouvrant notre premier laboratoire destiné à la construction des prototypes au bord de ce monorail-là. Parallèlement, on continuait nos échanges avec la région de façon à pouvoir récupérer ce monorail, mais d'une certaine façon, nos demandes
n'étaient pas forcément prises en compte et relayées au bon endroit dans un premier temps. Néanmoins, on avait quand même beaucoup de soutien en région Centre-Val de Loire et je souhaite leur rendre hommage aujourd'hui. Je crois que les premiers soutiens de Space Train, c'est vraiment les médias et d'abord les médias locaux qui ont su s'intéresser à ce projet-là et en étant sensibles à tout le potentiel qu'il pouvait ramener à la région et surtout à cet édifice qui était abandonné depuis 50 ans. Grâce à ces médias, des portes se sont ouvertes et des oreilles se mirent à nous écouter. Et l'aura en région Centre-Val de Loire qu'on a eue, on la doit principalement au mythe de l'aérotrain qui relaie encore cette formidable épopée sur le projet Space Train qu'on porte aujourd'hui. Et la deuxième leçon qu'on tire de cette aventure, c'est que quand on récupère un mythe, quand on essaie de construire sur un mythe finalement, il faut vraiment en définir, en identifier les principaux symboles et essayer de les valoriser, ces symboles-là. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le monorail depuis qu'on s'est lancé en 2018. L'année 2018, comme je vous le disais, était très favorable en termes d'ancrage local. Des premiers soutiens autres que les médias se sont montrés. Les structures éducatives, par exemple, de la région ont souhaité nous rejoindre en nous apportant énormément. On a renforcé notre équipe également de 3 docteurs et le projet a été lancé. On déclinait les différentes briques technologiques dans notre laboratoire, c'est-à-dire les coussins d'air, de façon à maintenir la navette en sustentation, éviter tout frottement, les moteurs linéaires pour propulser la navette, et bien sûr le système de gestion d'énergie à base d'une pile à hydrogène pour produire une navette potentiellement zéro émission. Ce projet-là, qui est assez important, grâce à cette aura qu'on a eue en région Centre-Val de Loire, en local, on a pu être beaucoup plus serein quand on a abordé la dimension nationale. En effet, grâce à tout ce que je vous ai expliqué, on a pu aborder la dimension nationale avec beaucoup plus de sérénité et surtout rencontrer un maximum de personnes, cette fois-ci à l'échelle du territoire national, qui ont pu faire avancer le projet comme on l'entendait. Et ça m'amène à la troisième leçon qu'on tire de ce projet-là. Grâce à cette aura nationale, maintenant, on était passé au niveau supérieur, on a pu recevoir le mathématicien Cédric Villani dans notre laboratoire, avec qui toute l'équipe a eu des échanges extrêmement passionnés et sincères. Je crois qu'il a été sincèrement intéressé par notre projet et en partant, il nous a donné un dernier conseil. Il nous a dit « Souvenez-vous que l'innovation est importante, mais que le modèle économique l'est peut-être davantage. » Effectivement, ça nous a fait méditer et ça nous a rassurés puisque dans les priorités stratégiques qu'on s'était fixées dès le départ, c'est-à-dire de produire un transport rapide et propre, certes, mais surtout bien plus abordable que ce qui se fait aujourd'hui, on était raccord avec ce que nous a indiqué Cédric Villani. Le projet avançait bien en 2018, on a développé nos principaux composants qu'on est encore actuellement en train de tester aujourd'hui dans notre laboratoire. Et l'année 2019, pour le coup, nous a fait entrer dans une dimension, cette fois-ci, internationale. Et pour une petite équipe de 15 personnes comme nous, rentrer dans une dimension internationale et finalement se confronter à nos concurrents qui sont des mastodontes au fond presque illimités, finalement, c'est quelque chose de très puissant et de très important. Et finalement, ce qui a été compliqué sur la scène internationale en 2019, c'est de ne pas entrer dans le jeu de la guerre de communication que se livraient les autres concurrents. On pouvait voir dans les médias, par exemple, qu'un concurrent communiquait sur sa vitesse à 750 km/h. 15 jours plus tard, à l'autre bout de l'Europe, vous en aviez un autre qui annonçait 900 km/h. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, un mois après, on dépassait les 1000 km/h. Voilà. Incroyable. Cette guerre de communication, elle touchait aussi d'autres aspects. Par exemple, et pas le moindre, l'empreinte carbone de ces solutions-là. Et là encore, on pouvait s'apercevoir qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans la communication d'autres concurrents. Par exemple, quand on a commencé à communiquer sur le fait qu'on utilisait l'hydrogène et qu'on était capable de sortir un transport propre, d'autres concurrents ont dit « Ah oui, mais nous aussi, enfin bon, ça va, c'est pas non plus, on ne pollue pas tant que ça. » et tout. Et en réalité, si, cet argument-là, il faut vraiment qu'en tant que public, vous lui attachiez de l'importance et que vous soyez extrêmement précis avec les termes employés dans la communication environnementale, parce que décarboner ne veut pas forcément dire empreinte carbone neutre, etc. Et je trouve qu'on est nombreux, en tout cas, à ne pas forcément faire le distinctif. Le troisième aspect, bien sûr, sur lequel tout le monde jouait, et à propos duquel j'ai pu lire des articles absolument lunaires sur nos concurrents, était le fait de sortir
un transport abordable. J'en ai trouvé un quand même dans les médias qui a réussi à sortir que sa solution serait gratuite. Alors que, souvenez-vous des paroles de l'oracle, pas d'innovation sans modèle économique solide. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de retenir. Quoi qu'il en soit, en voyant tous ces aspects-là, la quatrième leçon aussi qu'on s'est donnée, c'est de respecter les valeurs du mythe qu'on reprenait. Et en l'occurrence, l'aérotrain était pétri de bon sens. Tout ce qui a été sorti sur l'aérotrain était pétri de bon sens. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de reprendre à travers les points qu'on s'est imposés. En l'occurrence, une navette donc, qui circule sur des coussins d'air et qui est abordable parce que, bien sûr, on ne peut pas proposer un transport plus cher que ce qui existe aujourd'hui. Et c'est grâce à ces valeurs-là qui nous ont été transmises par l'aérotrain, ce qui nous a été inspiré, qu'on a pu décliner la navette Space Train, qui sera destinée au marché de lignes interurbaines et qui ne concurrencera pas les grandes lignes de TGV qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Et voilà, c'est en ça qu'on a construit sur le mythe de l'aérotrain, en s'inspirant de ses valeurs, en s'appropriant également ses symboles et en écoutant les passionnés qui, pendant 50 ans, avaient ruminé un petit peu ce projet-là et qui sont avec nous aujourd'hui pour le faire revivre. Voilà comment est-ce qu'on a, finalement, à travers ça, créé notre propre mythe. Merci.